le chapitre 3 et on va étudier un amplificateur standardisé, appelé amplificateur opérationnel. D'accord? L'amplificateur opérationnel, c'est un circuit électronique. C'est un amplificateur, bien évidemment, mais il a certaines caractéristiques bien particulières. D'accord? Il est utilisé, c'est un circuit intégré, si vous voulez, qui est packagé, comme vous pouvez voir sur la photo ici. Hein. Donc, il est packagé, hein, donc il est en package. Il a des branches, comme vous voyez là, il y a des branches. Pour l'amplificateur opérationnel, il a 8 branches. Hein, donc, vous voyez là, ils sont numérotés là. Donc, on va les voir, on va l'étudier, on va étudier ses caractéristiques. Il faut savoir que l'amplificateur opérationnel est très utilisé en électronique dans pas mal d'applications. D'accord? C'est l'amplificateur opérationnel. Pour simplifier, on dit l'ampli-op. D'accord? On dit l'ampli-op. Alors, pourquoi on focalise toujours sur les amplificateurs? Parce que les amplis, ils sont très utilisés dans les applications de l'électronique. D'accord? Si vous voulez, c'est le composant ou le circuit le plus utilisé. D'accord? Et souvent, on a pour traiter le signal, parce que souvent dans l'électronique, on essaie de traiter le signal. D'accord? Traiter un signal. Donc, il y a plusieurs façons de traiter le signal. Et pour faire ce traitement de signal, toujours on a besoin des amplis. Vous voyez là, les amplis, ils sont là. Ça, c'est une chaîne de traitement de signal, d'accord? Donc, voilà, souvent, lorsqu'on reçoit un signal, donc, il est de nature analogique, d'accord? Donc, nous, on vit dans un monde analogique, c'est-à-dire les signaux qui sont là, qui sont la parole ou la voix, d'accord? Ce sont des signaux analogiques, d'accord? Et notre oreille, il est analogique. Donc, notre oreille, il entend des signaux analogiques. Donc, tout ça, vous l'avez déjà suivi, je pense, dans le cours de traitement de signal. Et donc, voilà, pour traiter ce signal-là, le traitement se fasse dans le monde numérique, d'accord? Pourquoi? Parce que les circuits numériques sont très forts au niveau de traitement, d'accord? Donc, ils ont des fréquences de calcul qui sont très élevées et qui permettent d'avoir des précisions beaucoup plus importantes que l'analogique, d'accord? Donc, mais c'est pas ça qu'on va dire, c'est pas à cause de ça qu'on va dire, ben, le numérique, il est mieux que l'analogique. Non, chacun joue son rôle, mais quand on a besoin de faire du calcul, du traitement, etc., on fait appel du numérique. D'accord? Et quand on veut amplifier, il faut de l'analogique. On ne peut pas avoir un amplificateur numérique, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, amplifier, c'est de l'analogique. Si on ne sait pas faire l'analogique, on ne peut pas amplifier, par exemple. D'accord? Donc, voilà, chaque partie il a sa fonctionnalité et l'électronique, il est composé des deux parties, tout ce qui est analogique et tout ce qui est numérique. Les deux, ils sont complémentaires. On ne peut pas dire non, moi, l'analogique, c'est compliqué ou le numérique, il est compliqué ou l'analogique est facile, ou bien le contraire aussi pour le numérique. Le numérique est facile. Non. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la chaîne. Et vous voyez là, lorsqu'on reçoit le signal, donc on a un convertisseur analogique numérique. D'accord? Donc, on amplifie le signal avant de le convertir en numérique. Vous voyez que la première étape, c'est d'amplifier. Donc, on a besoin d'un ampli. Donc, il faut savoir étudier les amplis et concevoir des amplis. Après, on convertit le signal en numérique et on commence le traitement par le processeur. Donc, processeur, soit microprocesseur, soit FPGA, soit tout circuit numérique qui fait du traitement. Après, une fois que le traitement est fait, ben, on sort avec un bloc de conversion numérique analogique. Pourquoi? Parce que si on veut écouter ce signal ou bien permettre de voir cette vidéo, etc., il faut la convertir en analogique. Notre oreille, elle est analogique, donc il ne peut pas entendre quelque chose de numérique. D'accord? Donc, il faut convertir ça en analogique. Donc, on fait la conversion inverse, numérique analogique, et on amplifie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la conversion, on affaiblit le signal. Donc, on a besoin d'amplifier. Donc, on amplifie, on utilise aussi un amplificateur à la sortie. D'accord? Et après, donc, on peut exploiter notre signal. Si c'était de la voix,
on va l'entendre. Si c'était de vidéo, on va le voir. D'accord? Donc, votre téléphone mobile fait cette opération très rapidement et il le fait des millions de fois. Quand vous recevrez un appel téléphonique ou un message ou quoi que ce soit, ou une information sur. En général, on dit un signal quand vous recevrez un signal sur votre téléphone. Donc, on fait cette opération de traitement de signal. On amplifie, on convertit en numérique, on traite à l'aide de microprocesseurs en numérique, et puis on convertit en analogique pour pouvoir, et on amplifie parce que la conversion, toujours, il affaiblit le signal, donc on doit amplifier avant d'exploiter le signal ou d'entendre la voix de quelqu'un, etc. Alors, il y a différents types d'amplificateurs opérationnels, vous les voyez ici, donc ils servent à différents types d'applications. D'accord? Donc, on les trouve, les amplificateurs opérationnels, ils font de comparateurs. D'accord? Ils font de logarithmique. On va les voir. Et il y a des amplis qui sont utilisés pour l'audio. C'est des amplis utilisés pour la puissance. D'accord? Ou pour les buffers. Les buffers, ce sont des parties de puissance qui se trouvent à la fin d'un circuit. Généralement, lorsqu'on a un circuit électronique, le signal, quand il passe dans ce circuit-là, il est affaibli. Alors, pour le remettre à son niveau initial, on rajoute un ampli à la fin. L'ampli à la fin, il s'appelle buffer. Lorsqu'on entend buffer, ça veut dire que c'est un ampli, il est à la fin d'un circuit pour amplifier le circuit. Son rôle, c'est juste d'amplifier ou de récupérer le niveau d'origine avant que le circuit passe, avant que le signal, pardon, passe dans ce circuit. On peut faire de l'intégration, on peut faire beaucoup de choses, comme vous pouvez voir, avec des amplis, des amplificateurs opérationnels. D'accord? Donc, vous voyez l'utilité des amplis dans les circuits électroniques. Alors, on va essayer de simplifier les choses et donc on va considérer l'amplificateur opérationnel idéal, d'accord, au parfait, d'accord? Donc, si vous voulez, on va travailler avec deux versions, l'amplificateur opérationnel idéal ou bien parfait, et après on va dire, voilà, maintenant si l'ampli il n'est pas parfait, il est réel, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc, on va voir les caractéristiques réelles de cet ampli, mais pas tout de suite. On commence par la version idéale. D'accord? C'est quoi la version idéale d'un amplificateur opérationnel ou d'un ampli op? Eh bien, c'est ce qu'on souhaite avoir. D'accord? C'est ce qu'on souhaite avoir de cet amplificateur opérationnel. C'est-à-dire, on souhaite avoir une amplification infinie qui ne s'arrête pas, qui est très grande. Vu que c'est un ampli, on veut qu'il nous donne maximum de gains. D'accord? Donc ça, c'est des souhaits, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement idéal, qui ne va jamais être réalisé, qui ne va pas être dans le cas pratique. On ne va pas l'avoir. Mais on cherche à converger ou à tendre les différentes spécifications vers ces, 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 ces caractéristiques idéales. D'accord? Donc, on va se limiter à l'étude de l'amplificateur opérationnel idéal, c'est-à-dire sans défaut ni limitation. D'accord? On va supposer que l'ampli ou l'amplificateur opérationnel ne contient pas de défaut et ne contient aucune limitation. Je ne suis pas limité, donc je peux, euh, les caractéristiques de l'ampli vont être complètement parfaites ou idéales, c'est-à-dire c'est ce qu'on souhaite avoir d'un ampli. Alors la raison est que les conditions où on utilisera l'amplificateur opérationnel, si défauts et limitations seront négligés. Donc, la raison de ça ou de cette approche-là, c'est que généralement, les défauts et les limitations, ils vont être négligés par la suite. On va les négliger, d'accord? Peut-être parce que ces défauts, ils sont faibles, ou bien ils n'ont pas une grande influence sur le fonctionnement, ou peut-être ces limitations ne peuvent pas changer le comportement de ces amplis. D'accord? Alors, il y a deux symboles de l'amplificateur opérationnel. Il y a le symbole anglo-saxon que vous voyez là. Généralement, c'est celui-là qu'on va utiliser dans les cours ETD. Il y a aussi ce symbole-là. Donc, si vous trouvez aussi ce symbole-là, il ne faut pas penser que c'est autre chose. C'est toujours l'amplificateur opérationnel, d'accord, ou l'ampli-op. Donc, abréviation ampli-op, d'accord, AOP, ou l'amplificateur opérationnel.
Donc, voilà, comme vous pouvez voir le schéma, donc on va étudier les différentes caractéristiques de ce symbole. Ça, c'est juste le symbole. C'est comme le symbole transistor, hein, donc ça, c'est un ampli. Donc, ce qui est à l'intérieur là, c'est une boîte noire. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous, on s'intéresse à la fonctionnalité ou à la fonction d'amplification. D'accord? Alors, l'amplificateur opérationnel, donc, mais il faut savoir que ce qui est à l'intérieur ici, et qu'on ne va pas l'utiliser pour le moment, c'est que des circuits d'amplification des transistors, des résistances, des diodes, etc. Et puisque c'est un ampli, donc certainement il y aura des étages d'amplification. Il n'y aura pas un seul étage, il y aura plusieurs étages d'amplification. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit l'autre fois, lorsqu'on a vu dans le transistor bipolaire qu'il y a des étages, et même pour le transistor à effet de champ, il y a toujours aussi des étages, hein. Donc, il faut savoir qu'un étage d'un amplificateur à base d'un transistor ne permet pas généralement d'avoir l'amplification nécessaire. Et donc, on a tendance toujours de connecter plusieurs étages, comme on a dit dans la dernière partie de chapitre 2, de chapitre 1 plutôt. On a dit que, que les amplificateurs doivent se mettre en étage, doivent se mettre entre eux en cascade, et donc on utilise plusieurs étages pour améliorer les performances et avoir des amplificateurs avec un rendement beaucoup plus élevé au niveau du gain, au niveau d'impédance d'entrée, impédance sortie, en fait, au niveau d'amélioration des caractéristiques. D'accord? Donc, ce qui est à l'intérieur de ces amplificateurs opérationnels, c'est tout simplement des étages d'amplification. Donc, différents étages d'amplification. En tout cas, au fil de ce cours, je vais vous donner un exemple pour voir. D'accord? Mais pour le moment, on va s'intéresser à l'ampli autant que fonction, comme vous pouvez voir ici. Donc, l'ampli qui est là, une boîte noire. Et donc, on a deux tensions à l'entrée. D'accord? Vous voyez là, on a deux tensions, V plus et V moins. Et on a la polarisation. Donc, ça, ce sont des tensions dynamiques que vous voyez là, les V plus et les V moins. D'accord? Par contre, le V plus VCC et le moins VCC, c'est des tensions de polarisation. D'accord? Donc, plus VCC moins VCC, c'est les tensions de polarisation. Ah, c'est quoi les tensions de polarisation? Eh bien, c'est des tensions d'alimentation qui sont statiques. D'accord? Donc, pourquoi on a des tensions d'alimentation statique, plus VCC moins VCC? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que, comme je viens de dire, à l'intérieur, il y a des transistors. Et donc, ces transistors-là nécessitent une polarisation. D'accord, pour fixer leur point de fonctionnement. Donc, c'est à travers les plus VCC moins VCC qu'on fixe le point de fonctionnement. Alors, souvent, ces deux alimentations, on les choisit de même valeur, d'accord, c'est-à-dire de valeur identique, en valeur absolue, bien évidemment. Donc, si on dit que plus VCC égale à 15 volts, ben, la même chose ici, on a moins 15 volts, d'accord. Si 5 volts, eh ben c'est 5 volts moins 5 volts. 12 volts moins 12 volts. Donc, généralement, c'est symétrique. C'est une alimentation symétrique. On parle d'une alimentation symétrique. D'accord? Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation, hein. Il faut savoir que ce n'est pas une obligation. On peut, dans un cas particulier, avoir une dissymétrie d'alimentation. Mais généralement, c'est ce qu'on va voir, c'est que on a une symétrie au niveau de l'alimentation. Pourquoi on a la symétrie? Ben, on a la symétrie parce que l'amplificateur opérationnel, c'est un ampli différentiel. On va voir ça dans les exercices de TD et au fil de ce cours. Donc, lorsqu'on parle d'un circuit différentiel, c'est comme un circuit ayant deux entrées différentes, une positive et une négative, comme vous voyez là. Donc, le V plus et le V moins. D'accord? Donc, le V plus et le V moins sont les entrées
non inverseuse, donc ça c'est l'entrée non inverseuse, V+, et V-, c'est l'entrée inverseuse. D'accord? Entrée non inverseuse, entrée inverseuse. D'accord? Deux entrées. Monsieur, Oui. monsieur, quel est l'effet qu'on aura si on a une dissymétrie? Oui, je vais arriver à ça. D'accord? Donc, on a deux entrées, une inverseuse et une non inverseuse. D'accord? Donc, donc, on a une différence de potentiel, si vous voulez. On a une différence de potentiel au niveau de l'entrée. Différence de potentiel. Donc, lorsqu'on parle d'un potentiel, c'est-à-dire que le potentiel, si je suppose que j'ai ici la masse, et ben, ça, c'est un potentiel. C'est le potentiel V-. Et ça, c'est le potentiel V+. Alors, c'est quoi la différence de potentiel? Eh bien, la différence de potentiel, c'est ça. C'est V- moins V+. D'accord? V- moins V+, c'est-à-dire cette tension-là. La tension qui est là, c'est VD, qui est la différence de potentiel. C'est c'est V+, moins V-. Donc, l'amplificateur opérationnel qui est là, il amplifie la différence. D'accord? Il amplifie la différence qu'on met à son entrée. La différence qu'on met à son entrée, elle est amplifiée à la sortie. VS. Ça, c'est la sortie VS. D'accord? La même chose ici. Le potentiel à la sortie, c'est entre le VS et la masse. D'accord? Ça s'appelle le potentiel VS à la sortie. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est plutôt la différence de potentiel. Donc, on fait une différence de potentiel à l'entrée et on cherche à amplifier cette différence de potentiel. Donc, ça, c'est très important de le savoir dès le début. D'accord? Monsieur, Oui. c'est quoi une entrée non inverseuse? Ça, c'est juste la nomination. C'est juste, on l'appelle entrée non inverseuse et entrée inverseuse. D'accord? Donc, l'entrée non inverseuse, c'est l'entrée plus. D'accord? Parce que vous voyez ici, on a deux entrées. On a une entrée V+, et une entrée V-. La première, on l'appelle non inverseuse. Donc, celle plus, on les dit non inverseuse. Et l'entrée inverseuse, c'est l'entrée V-. L'entrée V-, on l'appelle, c'est juste des appellations. C'est juste des appellations pour savoir les entrées. Donc voilà, on fait des appellations de l'entrée. V+, on l'appelle entrée non inverseuse et V-, entrée inverseuse. Bon, pourquoi on les appelait comme ça? Ça, c'est une autre histoire. D'accord? C'est une autre histoire. Donc, inverseuse parce qu'il y a les 6 mois et non inverseuse parce qu'il y a les 6 plus. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le retenir. Maintenant, pourquoi? Ben, ça, on va rentrer dans les détails du cours et on va vous donner plus d'informations au fait de cours. Maintenant, il faut se concentrer sur ce que je viens de dire. D'accord? Et même pour la partie différentielle, je vais l'expliquer par la suite pour répondre à l'autre question qui m'a été posée. Donc voilà, donc il y a 5 connexions, comme vous pouvez voir, 5 connexions. L'entrée non inverseuse, l'entrée inverseuse, les tensions de polarisation qui polarisent les transistors qui sont à l'intérieur de l'ampli opérationnel, l'amplificateur opérationnel, et la sortie VS, la sortie VS. Généralement, V+, V- et VS, ce sont des signaux dynamiques variable, c'est-à-dire sinusoïdal. Et VCC et moins VCC, c'est des générateurs statiques, c'est des générateurs continus, soit plus 15 volts, moins 15 volts, soit plus 2 volts, 12 volts, moins 12 volts, ainsi de suite. Généralement, comme je viens de signaler, on préfère que l'alimentation soit symétrique pour garantir le maximum de performance. Mais je reviendrai sur cette histoire de symétrie, pourquoi on a cette symétrie. Alors, pour l'amplificateur opérationnel idéal, il y a deux caractéristiques, la caractéristique d'entrée et la caractéristique de sortie. D'accord? Il y a deux types de caractéristiques. Il y a encore une autre, bien évidemment, qu'on va voir tout à l'heure. Mais tout d'abord, focalisons-nous sur les deux caractéristiques d'entrée et de sortie. Alors, l'impédance d'entrée, il est infini. Il faut savoir que l'impédance d'entrée est infinie. D'accord? Donc, on suppose que le courant qui rentre dans le transistor à effet de champ, pardon, dans l'amplificateur opérationnel, le courant qui rentre là, il est nul.
d'accord, le courant I+, qui rentre sur la branche plus, il est égal à 0. Et la même chose pour le courant I- qui rentre par là, il est égal à 0. D'accord? Donc, vu que le courant il est nul, ça donne une impédance infinie. D'accord? Vu le courant à l'entrée inverseuse et non inverseuse, il est nul, donc ça donne une impédance infinie. D'accord? Donc voilà le schéma qui montre que les courants ils sont nuls et bien évidemment on a une parfaite symétrie, c'est-à-dire on a un côté négatif et l'autre côté qui est positif. Donc on a une symétrie. C'est comme on est symétrique entre deux parties. Donc il y a une partie positive et une partie négative. Alors la caractéristique de sortie ben, se caractérise par l'équation suivante qui n'est autre que l'amplification. Si je suppose que l'amplificateur opérationnel va donner une amplification en tension qui est égale à A, donc je peux écrire que Vs égale à A fois la différence de potentiel à l'entrée. Et il y a Vd, c'est Vd. Parce que j'ai bien dit tout à l'heure que l'amplificateur opérationnel, il amplifie la différence. Il amplifie la différence ici, c'est-à-dire il me sort Vs qui est égal à A. A, où est le gain en tension, ou l'amplification. A, c'est le gain qui est apporté par l'amplificateur opérationnel, fois Vd. Vd qui est là. Donc Vd, c'est la différence de potentiel. Donc cette différence de potentiel qui est là, il sera amplifié par l'amplificateur. D'accord? Et on aura la sortie Vs qui est égale à A fois Vd. D'accord? Comme vous voyez là, Vd, alors Vd, c'est V plus moins V moins. Alors, la sortie Vs doit être considérée comme un pôle d'une source de tension placée entre la masse et Vs. C'est une source de tension liée à la tension différentielle d'entrée. Donc, la tension différentielle d'entrée, ça, c'est différence de potentiel ou bien la tension différentielle, Vd. Donc, Vd que vous voyez là, c'est une entrée différentielle, d'accord? Ou bien une tension différentielle. On peut l'appeler Vd comme tension différentielle. D'accord? Pourquoi tension différentielle? Parce que c'est la différence entre deux potentiels, V plus et V moins. D'accord? Alors, pour la caractéristique de sortie de l'amplificateur opérationnel idéal, il faut savoir que A est tend vers l'infini. Le A, l'amplification ici, va tendre vers l'infini pour toutes les fréquences. Et quelle que soit la fréquence, le A est tend vers l'infini. Et donc, on a une variation instantanée de Vs, ce qui nous donne, puisque A est tend vers l'infini, ça veut dire qu'on a une variation instantanée de Vs qui nous donne Zs, l'impédance sortie, elle est nulle. SZE et tend vers l'infini. Donc, voilà comment on a quelques caractéristiques d'un amplificateur opérationnel idéal. C'est quoi un amplificateur opérationnel idéal? C'est un ampli ayant des courants sur l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse qui sont nuls, ce qui va nous donner une impédance d'entrée qui est infinie, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Et bien évidemment, ayant une sortie Vs qui est égale à A fois Vd, avec A qui tend vers l'infini, c'est-à-dire une amplification infinie, une grande amplification. D'accord? Et vu qu'on a une variation instantanée de Vs, cela nous provoque une faible impédance de sortie, et donc Zs égale à 0. Amplificateur opérationnel idéal implique Ze tend vers l'infini, Zs égale à 0, et l'amplification, je répète, un amplificateur opérationnel idéal implique Ze tend vers l'infini, Zs tend vers 0 ou bien égal à 0, l'amplification A tend vers l'infini, et les courants à l'entrée de inverseuses et non inverseuses, ils sont nuls. Alors, la troisième caractéristique, c'est la caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert, c'est la tension de sortie en fonction de la différence de potentiel à l'entrée, ou bien la tension différentielle à l'entrée Vd. C'est comme on a tracé la sortie en fonction de l'entrée. Mais cette fois-ci, l'entrée, c'est une différence de potentiel ou bien une tension différentielle.
Une tension différentielle, c'est la même qu'une différence de potentiel. Ça revient à la même chose. Alors, c'est la courbe que vous voyez là, d'accord? C'est la sortie en fonction de l'entrée différentielle. Donc, si on observe bien cette caractéristique, si on veut donc cette caractéristique, on l'a tracée. Maintenant, on va l'interpréter. Alors, si on veut l'interpréter, on va bien l'observer. Alors, on va voir qu'il comporte deux domaines ou bien deux intervalles. Il y a deux intervalles. Le premier domaine, c'est le domaine linéaire. D'accord? C'est ce domaine-là. D'accord? Ce domaine-là, on a une variation linéaire. D'accord? C'est le domaine linéaire. Dans ce domaine-là, on a cette relation-là. Vs égale à plus l'infini fois Vd. Pourquoi plus l'infini? Parce que vous voyez qu'il y a toute une droite qui est verticale. Et les autres domaines, ce sont les domaines que vous voyez là. C'est les domaines que vous voyez là. C'est les domaines de saturation. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est la zone linéaire. Zone linéaire. Et ça, c'est la zone non linéaire. Zone non linéaire. Ou bien zone de saturation. Donc, on a la saturation. Pourquoi la saturation? Parce que dans ces zones-là, vous voyez que la sortie égale à combien? La sortie qui est là, j'ai tracé sur cet axe la sortie. Donc, la sortie égale à moins VCC. La sortie ici égale à moins VCC et la sortie là égale à plus VCC. D'accord? Donc là, dans ces domaines-là, j'ai la zone non linéaire parce que la sortie, quelle que soit l'entrée, vous voyez que là, j'ai VD ici, je change VD, je prends plusieurs valeurs de VD, j'ai toujours la saturation plus VCC. La même chose ici de côté négatif, parce que c'est différentiel, donc il y a côté positif et côté négatif, donc c'est symétrique, il y a une certaine symétrie. Donc vous voyez que là, toujours, j'ai la même valeur à la sortie moins VCC. Par contre, si je suis au milieu là, sur cette droite-là verticale, eh ben, j'ai cette relation-là, VS égale à plus VD, plus l'infini fois VD. Donc, on a deux domaines, le domaine linéaire et les domaines de saturation. On a le domaine linéaire, on a la relation de linéarité entre l'entrée et la sortie. Pourquoi c'est linéaire? Parce qu'on voit que la sortie là, va dépendre de l'entrée. Il y a une relation de dépendance entre la sortie et l'entrée. Donc, c'est linéaire, variation linéaire. Par contre, ici, il n'y a pas de variation linéaire. Donc, la sortie, elle est stagnée, elle est stable à deux valeurs, plus VCC et moins VCC. Donc, ça dépend si on est sur la saturation positive ou la saturation négative. Saturation positive, c'est plus VCC. Saturation négative, moins VCC. D'accord? Donc, voilà le fonctionnement de caractéristiques de transfert. Alors, de cette caractéristique, on peut déduire que si la sortie est différente de plus VCC et moins VCC, on a VD qui va être égal à 0. La différence doit être nulle. D'accord? Vous voyez que je reprends en propre la figure. Donc, si VS est différent de VCC et moins VCC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans la zone linéaire. Ça veut dire que je suis là, sur la droite verticale qui est là. Si je suis là, j'ai VD sur l'axe qui est là. VD égale à combien? VD égale à 0. D'accord? J'ai VD qui égale à 0. D'accord? Alors, pour être dans la saturation, si je veux être dans la saturation, c'est-à-dire si la sortie VS égale à plus VCC ou moins VCC, dans ce cas-là, VD est différent de 0. Donc là, vous voyez, pour avoir la saturation, il faut que VD soit différent de 0. Donc, si on veut avoir une amplification infinie, une très grande amplification dans le cas réel, parce que dans la réalité, on ne va pas voir une amplification qui est égale à l'infini, parce qu'on va voir une très grande amplification, c'est-à-dire quelque chose qui converge vers l'infini, eh bien, il faut fixer l'entrée ou la différence de tension à l'entrée ou l'autre tension, ou bien la tension différentielle à l'entrée à 0. D'accord? On doit mettre
comme tension différentielle à l'entrée quelque chose qui est égal à 0. En tant qu'on est à 0 au niveau de l'entrée différentielle, autant qu'on a une très grande amplification. D'accord? D'après le raisonnement qu'on vient de faire. Alors, si on veut être à la saturation, chose qu'on ne souhaite pas bien évidemment, ben, dans ce cas-là, on peut facilement passer à la saturation pour toute petite variation autour de 0. C'est-à-dire CVD, il est cette fois-ci pas, il est non nul. La tension à l'entrée ou la tension différentielle il est non nulle. Dans ce cas-là, je décale de 0. VD il est décalé de 0 soit à droite ou bien à gauche, c'est-à-dire soit VD égale à une valeur positive ou bien une valeur négative, mais autour de 0, il est différent de 0. Donc, je tombe sur la saturation, soit la saturation positive pour ce premier cas, ou bien la saturation négative pour ce deuxième cas. Monsieur, Oui, oui, je t'écoute. est-ce que cet amplificateur, on lui donne une différence de tension une différence de potentiel qui est égale à 0 et il nous donne une tension qui est à peu près est égale à l'infini? Pour qu'il fonctionne correctement, il faut que la différence de potentiel à l'entrée soit nulle. D'accord? Pour garantir, en fait, d'avoir une très grande amplification, d'accord? Il faut que la tension à son entrée, la tension évidemment différentielle, soit nulle. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une symétrie au niveau de l'entrée. D'accord? C'est-à-dire au niveau de son entrée ici, il y a une symétrie entre V plus et V moins. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire cette relation, d'accord, on va se retrouver avec VD égale à 0. C'est-à-dire que V plus va être, V plus et V moins vont avoir la même valeur, si vous voulez, de telle façon que lorsque je vais faire la soustraction, je vais avoir 0. Donc, il amplifie la différence, mais si cette différence elle est égale à 0, j'ai le maximum de gain, c'est-à-dire j'ai un gain qui est très grand et je suis dans la zone linéaire. Par contre, si cette différence de potentiel il n'est pas nul, il n'est pas égal à 0, il n'est pas proche de 0, eh ben, je tombe rapidement dans la saturation, soit la saturation positive ou la saturation négative. Monsieur, donc il a quand VD tend vers 0 donc راه حنا في la zone ديال la zone linéaire. Exact. Monsieur, Oui. Monsieur VD, c'est une variable qui est dynamique. VD, c'est une tension différentielle dynamique, exactement. Donc VD est égal à 0 signifie que VD varie autour de 0. Ou bien exactement 0. Non, VD égale à 0, c'est clair, il doit être égal à 0. Mais il ne faut Monsieur, pas mais c'est oublier. dynamique. Oui. Oui, on est en dynamique. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on est dans le cas idéal, d'accord? On est en train d'étudier le comportement idéal. Tout à l'heure, ou bien un petit peu dans le cours, lorsqu'on va avancer un petit peu dans le cours, je vais vous présenter les choses réelles. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc là, on est sur le cas idéal et on va, c'est-à-dire dans le cas réel, si vous voulez, lorsqu'on dit quelque chose qui est infini, égal à l'infini, ne sera pas égal à l'infini. Dans la réalité, il sera très grand, mais il ne sera pas l'infini. Quand on dit quelque chose qui est égal à 0, comme ici, VD égale à 0, ça ne va pas être égal à 0, d'accord? Ça va converger vers 0, d'accord? Donc, même la caractéristique qui est là, ça va changer un petit peu dans le cas réel, mais ça ne va pas changer beaucoup. On va voir l'apparition d'une zone un peu de linéarité qui est un peu inclinée. Donc, parce que là, la pente, si vous voulez, la pente qu'on a ici, dans la zone linéaire, la pente d'une droite verticale, c'est égal à l'infini, à plus l'infini. D'accord? Mais supposons qu'on a une pente, très grande ici, au niveau de la zone linéaire, qui n'est pas égale à l'infini, mais qui est très grande. Ben, il sera incliné un petit peu comme ça.
D'accord? Donc, il y aura une petite inclinaison comme ça. D'accord? Donc, voilà, c'est la réalité c'est ce qu'on va voir en fait dans la réalité. Donc, pour le moment, lorsqu'on dit zéro, on dit zéro, c'est une tension qui est égale à zéro, mais c'est une tension dynamique qui est égale à zéro. Donc, ce n'est pas qu'il varie autour de zéro, mais égal à zéro, voilà. Bon, égal à une tension statique nulle, si tu veux. Mais sauf que cette tension-là, il peut varier, d'accord? D'accord? Donc, cette tension-là, il peut varier, il peut ne pas être égal à zéro. D'accord? Donc, là, on ne peut pas dire, lorsque VD est égal à zéro, on dire, voilà, ben, VD, c'est une tension statique. On ne peut pas dire ça. D'accord? Monsieur, on n'entend rien. On ne peut pas. Monsieur, ça coupe. Je répète. Est-ce que vous m'entendez là? Monsieur, ça coupe. Monsieur, on vous entend pas très bien. Monsieur, ça coupe. D'accord. Maintenant, vous m'entendez là, non? Maintenant, Je vous entends. Non, monsieur, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Oui, monsieur. maintenant, bien, monsieur.